Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la Centrale FM Thiès 107.1. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Pape Ndiaye, qui est diplômé de l'Université de Fribourg et de Berne. Il est aussi titulaire d'un master en sociologie, en anthropologie sociale, en journalisme et médias, et d'un postdoc en management de projets en technologie de montage des projets internationaux et recherche de fonds auprès de la Commission européenne. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. M. Ndiaye, nous avons ici un parcours doré, avec en action plusieurs fonctions. Mais ce qui retient le plus notre attention, vous êtes en même temps écrivain. Si aujourd'hui vous devez peindre le Sénégal, quelle serait la couleur que vous accorderez à votre tableau? Une belle couleur, parce que c'est une société très jeune, une société très enivrante. C'est, si vous voulez, un pays qui est en devenir, qui est en devenir depuis une soixantaine d'années, mais qui est en train de changer véritablement, parce que simplement, le niveau d'instruction généralisée, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on dit que le niveau il est faible, le niveau scolaire éducatif. Mais généralement, il y a une quarantaine d'années, si on fait la comparaison, on a fait dans ce domaine-là un bond. Et je m'adresse à un enseignant qui enseigne un rayon. Maintenant, par rapport aux objectifs premièrement fixés, primitivement fixés, on peut toujours discuter et c'est discutable. Le fait est qu'il y a beaucoup d'espoir quand je vois ces jeunes qui s'affairent dans des difficultés et qui pourtant cherchent toujours, je dis bien toujours, une belle voie. Une belle voie. Vous avez parlé de changement, mais ici, en changement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de mutation? Parce que vous, anciens, vous avez peut-être remarqué ou constaté que le changement n'est pas superficiel, mais très profond, de tout bord même. Oui, et c'est le sociologue qui a parlé. La mutation et le changement, il y a une très petite différence, parce que le changement, de toute façon, il peut être presque imperceptible, mais au bout d'un certain temps, on change complètement d'échelle. Et c'est là où intervient peut-être ce que vous appelez la mutation ou les mutations. C'est possible, c'est acceptable, mais de ce point de vue, ce qui est plus profond, me semble-t-il, c'est la structure socio-économique même du pays. Et nous allons en perspective vers une société encore encore différente en termes d'impulsion économique. Nous allons devenir bientôt pétroliers et gaziers. Et comme tous les pays pétroliers et gaziers, ou en tout cas dans leur grande majorité, nous verrons que nous passons d'échelle, mais également d'époque. Très prochainement. Voilà, maintenant, vous avez parlé de changement, de mutation sociale et économique à la fois. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais le point le plus essentiel, c'est le regard qu'on doit porter sur ce changement social. Vous, en sociologie, vous parlez de sociétal, si je ne me trompe pas. Le terme sociétal par rapport à cette mutation, ce changement. Il y a deux choses. Il y a le changement social et le changement sociétal. Le changement social est plus englobant, il est plus totalisant. Quand c'est sociétal, ça renvoie à un fait social, mais qui n'est pas total. Un fait social dans la mesure où ça concernerait un secteur de la société. Mais aller chercher un secteur particulier qui aurait changé sans interférence sur les autres domaines de la vie sociale, c'est extrêmement difficile. Ils veulent renvoyer à sociétal en parlant, par exemple, de faits divers, mais le fait divers, si nous prenons cet exemple, renvoie toujours à une réalité beaucoup plus large. Ça dit beaucoup de la société. Les faits divers ne sont pas les mêmes dans le temps, au sein d'une même société, d'une même collectivité humaine, et je préfère toujours social à sociétal. Sociétal. Maintenant, par rapport à ces changements-là, le plus souvent, on reproche à notre génération d'aujourd'hui d'être, vous allez m'expliquer le thème, un peu pervers. Parce qu'il n'y a plus la pudeur sur la façon de parler, sur la façon d'agir, sur la façon de s'habiller, sur presque tous les plans. À l'école, il y a beaucoup de dérives. Maintenant, pour le sociologue qui analyse, comment il va interpréter ce changement-là? Vous parlez de dérive et probablement vous pensez déviance. La déviance est un fait minoritaire. Quand ça devient majoritaire, on ne peut plus parler de déviance, mais on parle de réalité sociale. À mon sens, ce qui se produit sous nos yeux n'a rien à voir avec une dérive, ça a à voir simplement avec l'état actuel de la société. La déviance renvoie à une approche comparative par rapport à des normes.
de quelles normes parle-t-on? On parle de Diom, de Kersa, de retenue, etc. Toutes ces valeurs qui restent cardinales probablement, mais qui ne sont cardinales que dans le monde des souhaits. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que peut-être nos pères, nos grands-pères vivaient avec ces normes et ces valeurs et conformer, ou en tout cas essayer de conformer leurs gestes, leurs décisions relativement à ces valeurs-là. Ces valeurs, me semble-t-il, ont disparu depuis très longtemps pour l'essentiel. Ça n'en fait pas pour autant précisément un pays sans valeur. Les valeurs ont changé, il faut les accepter, voilà, et en faire quelque chose. Vous parlez de retenue, de Kersa. Moi, je préfère une société ouverte, franche, à une société de sournois, si vous voulez. Aujourd'hui, si le discours n'est pas direct, il n'est pas franc, il serait sournois. Ailleurs où plus loin dans le temps, ce discours qui était un discours d'évitement n'était pas sournois, ça permettait à la société de s'organiser et de s'harmoniser. Aujourd'hui, nous avons d'autres impératifs qui imposent dans les droits de dire les choses. Quelqu'un a dit, mal nommer les choses, c'est ajouter du mal au malheur du monde. Il faut dire les choses, ce qu'on n'a pas toujours dit et qui nous a causé également beaucoup de tort, à mon avis. Voilà, maintenant, si on fait la relation entre ce changement, ces mutations du comportement et ce que nous essayons aujourd'hui, si on donne une orientation politique à la chose, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la scène politique que nous sentons plus cette perte de valeur. Je ne suis pas sûr. On a tendance souvent toutefois à idéaliser le passé. J'ai le bénéfice de l'âge. J'avais 20 ans quand le président Senghor quittait la scène politique. La dépravation, la corruption était là. J'ai encore en mémoire un syndicaliste important qui se glorifiait à la télévision, l'unique télévision que nous avions alors, nationale donc, de bénéficier de 5 salaires, cependant qu'il n'était pas sûr de remplir les conditions d'exercice qui pouvait justifier un seul d'entre ces 5 salaires. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est pourquoi j'ai parlé d'évolution éducative. Ce qui a changé, c'est qu'il y a un nombre un peu plus important de lettrés et de conscients relativement à la chose publique. Maintenant, pour parler de la classe sociale, de la classe politique précisément, qui semble être le cœur de votre question, de manière triviale, je pourrais dire que c'est l'émanation du peuple. Ça ne me suffirait pas, parce que c'est une élite. Et une élite, forcément, si elle émane du peuple, ne devrait pas lui ressembler, pour servir de guide et de fer de lance. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un transfert de violence qui est passé de la population à la classe politique. Parce que les intérêts qui y sont plus des intérêts généraux, ou de l'intérêt général, mais des intérêts particuliers. Et c'est ça qui pose problème. On entre en politique comme on entrait autrefois en religion pour chercher un prestige et un pouvoir. Cependant que la raison première devrait être de voir dans quelle mesure on peut apporter en retour quelque chose à la collectivité, à la communauté. C'est ce hiatus, me semble-t-il, qui constitue la dérive au niveau des politiques. Les valeurs qui y sont, c'est des valeurs permanentes, c'est des valeurs de corruption, de vivre d'entre-soi, c'est des valeurs de prise de décision qui ne sont pas fondées, toujours en tout cas, sur l'intérêt général. Je pense au milieu des années 80, quand, sous la poussée de la communauté internationale, des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, on a connu l'ajustement structurel. On oublie que ce que nous constatons aujourd'hui est l'effet dans le long terme de ces décisions prises à l'entour de l'année 1985. Il y a eu les départs volontaires, le rabougrissement de la fonction publique,
dans un pays où il y avait très peu de structures économiques privées, il y a eu, pour ce qui concerne les enfants et les jeunes, l'abandon de l'internat dans les lycées. Et tout cela a eu des conséquences 20, 30, 40 ans après. Les décisions politiques prises aujourd'hui n'ont pas d'effet que dans le long terme. Et le long terme, c'est une génération au minimum. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette classe-là politique, pour l'essentiel, est une classe politique qui, en 1980, venait au monde et qui, aujourd'hui, nous font beaucoup de mal. Par rapport à cela, bon, les réponses pouvaient sembler être un peu contradictoires. Parce que déjà, il y a une génération, par exemple la vôtre, souvent, qui porte une nostalgie à cette période-là, 1980. Ils nous disaient souvent que ce sont des hommes d'État on avait une politique saine. Peut-être est-ce que c'est pas parce que c'est les médias qui n'étaient pas comme aujourd'hui, ou bien le degré de maturité de certains Sénégalais qui ne pouvaient pas voir certaines injustices, qui ne pouvaient pas voir certaines dérives qui ont germé aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Le regard populaire devrait être différent de celui du sachant ou du savant. La perception personnelle serait que le monde était meilleur avant, quand j'avais 20 ans, 25 ans. Quand Senghor était là et Abdou Diouf, ce n'est pas vrai. Je viens de vous donner l'exemple de ce syndicaliste-là. Je pourrais en donner beaucoup. Quand on n'appartenait pas au parti unique de Senghor, on ne pouvait pas bénéficier de l'aide au développement quand celui-ci se traduisait en distribution des vivres auprès de la préfecture. Il fallait présenter sa carte politique, du parti politique. Moi-même, on m'a refusé une bourse parce qu'on avait mis et la bourse et la carte et il fallait signer. Naturellement, j'avais refusé de signer et donc je n'ai jamais eu cette bourse-là. Voilà. Et je n'étais pas le seul. Donc ça, c'est presque impensable aujourd'hui. En tout cas, ça se fait sur le boisseau. Mais on ne verrait aucun parti politique. Le régime en place aujourd'hui, par exemple, dit les bourses ou les privilèges publics ne pourraient rencontrer que les militants du parti de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. C'est impensable. Et ça avait cours pendant plus de 15 ans au Sénégal. On oublie cela. On oublie que les hommes politiques avaient des entrées et des privilèges incommensurablement injustes et illégitimes que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Vous avez raison, il y a le contrôle de la société parce qu'il y a les informations, il y a une multiplication, une explosion même des médias et la circulation, je dirais même la circularité de l'information fait que certaines dépravations peuvent être contenues. Et puis la justice, me semble-t-il, continue à faire son... Voilà, en tout cas à travailler bien. Mais là, c'est un sujet polémique, en tout cas pour le moment. Sans risque de se tromper, donc, on peut dire que c'est l'histoire qui se répète. Parce que aujourd'hui, si la nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui déplorons ce qui se passe aujourd'hui actuellement, parce qu'on dit qu'il y a la gabegie, il y a la dictature, cette justice qui, entre parenthèses, qui est corrompue, qui ne joue pas son rôle. Donc, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça s'est reproduit. C'est une reproduction du passé. Vous semblez reprendre la critique relativement à certaines institutions. J'ai eu la malchance de vivre dans des pays où les institutions étaient pour le coup écrasées, abîmées. C'est sans commune mesure avec ce qui se passe au Sénégal. Le Sénégal est un pays institutionnellement solide, est un pays démocratique. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une quarantaine d'années, il m'a été donné de vivre en Côte d'Ivoire et un peu plus tard au Burkina Faso, ou plus près de nous en Mauritanie. Il y a beaucoup de passe-droits, beaucoup d'injustices dans la vie de tous les jours. Et on n'a même pas une justice où aller, faire des réclamations. Voilà. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. On peut toujours aller à la justice. Maintenant, comment ça se passe ici, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est possible. Je ne suis pas sûr d'avoir assisté à une décision juridique qui était contraire à la loi. C'est la loi souvent qui pose problème. Et on ne discute pas de loi. Quand nous invitons, quand les médias invitent les hommes politiques, ils ne parlent pas de politique publique, ils ne parlent pas de loi, ils ne parlent pas de la structure de la chaîne de commandement de la justice. Ce dont ils parlent, c'est de quête de pouvoir, de jeu de pouvoir, de conquête, voire de conservation de pouvoir, qui est effectivement de la politique, qui est le second moment de la politique.
On pourra en faire quoi? La question n'est jamais souvent de fois posée. Et la raison doit être recherchée dans le fait que nos journalistes ne sont pas suffisamment bien formés pour pouvoir précisément répondre aux diversions de leurs invités. Et ça pose un problème démocratique pour le coup. Voilà. Maintenant, au Sénégal, la principale source d'information, c'est nos journalistes. Et vous avez tantôt souligné qu'il y a la malformation quelque part, ou bien de l'amateurisme qu'on peut voir quelque part. La semaine passée, nous avons assisté à un procès. Mais un procès diversement apprécié par les Sénégalais. Pour certains, c'était une farce. Pour d'autres, c'était une justice qui est manipulée. Pour d'autres, c'est la justice, c'est le droit qui s'est prononcé là-bas. Mais vous, par rapport à votre parcours, à la connaissance que vous avez du droit, comment jugez-vous ce procès-là de Sweet Beauté? La sagesse aurait commandé que je me taise sur cette question et que je n'essaye pas d'apporter une réponse. Je ne suis pas juriste. Je vais tout de même me hasarder à avancer un propos. Il me semble que le prévenu n'était pas présent. Effectivement. Et en matière criminelle, mais ça c'est des faits juridiques, me semble-t-il, s'il n'est pas présent, on peut quand même, dans cette situation de caractère spécial de cette audience, statuer, sans que ça soit contradictoire. Comme ce qui s'est passé avec l'affaire Mame Mbaye Niang. C'est différent. C'est différent. Ici, on ne pouvait pas avoir de contradiction. Parce que les avocats ne représentent pas, ils assistent. On ne peut pas assister quelqu'un qui n'est pas là. Deuxièmement, il y a le fait que la décision n'a pas encore été prise. Le délibéré est renvoyé au 1er juin. Et nous ne sommes pas encore au 1er juin. Il y a, me semble-t-il, une présomption de culpabilité de la justice, simplement parce que celle-ci a été, dans son image, abîmée. À tort ou à raison, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, le regard porté par la majorité des Sénégalais, là aussi, sans que je puisse l'attester par une étude sociologique, une étude empirique, valable, me semble-t-il, est que la justice sénégalaise est décriée. Malheureusement, on ne peut qu'en prendre acte. J'espère qu'elle fera son autocritique, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui me semble opportun, c'est de revoir les textes au niveau de l'Assemblée nationale. Souvent, le juge est lié, il est toujours lié. Après, on dit qu'il a pris parti. Mais c'est la loi qui pose problème. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne se présente pas? Les journalistes devraient expliquer cela. Inviter des experts qui disent, oui, on a le droit, on n'a pas le droit. Et personne ne dit un acte illégal pris par un magistrat. Jusqu'à présent, je n'en ai pas entendu. Vous en avez? Voilà le problème. C'est juste que c'est un jugement de valeur sur un corps une institution. Mais concrètement, je n'en vois pas. Je ne vois pas de dérive dans ce domaine. Il y en a probablement, mais je n'ai pas de compétences pour les identifier. Voilà, mais bon, c'est un regard très simple. Le monsieur en question, le prévenu, lui, il avait posé des conditions pour se présenter au tribunal. Mais est-ce qu'un prévenu a le droit de dire que si ces conditions ne sont pas réunies, je ne vais pas me présenter au tribunal? Avec aussi des précédents, hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors des dernières comparutions de M. Ousmane Sonko. Pour épiloguer sur la question, le fait est que dans aucun pays au monde, un prévenu ne pose des conditions. On est convoqué par respect aux institutions, par respect à la collectivité représentée par ces institutions. On se présente et on se défend pour laver son honneur quand on s'estime injustement traîné en justice. On sent nettement que c'est peut-être ce qui est arrivé à Khalifa Sall, ce qui est arrivé à... Qu'est-ce qui est arrivé à Khalifa Sall? Parce qu'on s'est dit que c'est le rouleau compresseur de la justice qui les a écartés. Et vous pensez que c'est la justice qui les a écartés? Vous pensez en seul instant que ce ne sont pas des faits attestés? Khalifa Sall lui-même, Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar lui-même, a accepté, j'allais dire avoué, mais c'est un terme juridique, je reprends, a accepté l'idée qu'il y avait des fonds qui étaient distribués de manière discrétionnaire par le premier magistrat de la ville. C'est inscrit dans aucune loi. Cela s'appelle un détournement de biens publics et j'ajouterai même de biens sociaux.
puisque ces distributions d'argent ont permis non seulement leur réélection, mais même leur aura politique par le maintien d'une prébande politique. Et cela ailleurs est réprimandé, et très durement réprimandé. Je ne crois pas que Khalifa Sall a été durement réprimandé. C'est un crime économique dont il s'agit ici. Et nous en connaissons beaucoup. Si aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment d'hôpitaux, d'écoles, et j'en passe, c'est précisément parce que beaucoup d'argent a été détourné dans ce pays. Pas Khalifa Sall seulement, parce qu'il y a d'autres souteneurs qui ont dit que voilà, c'est des choses qui sont fréquentes. Il y a des maires souteneurs qui ont dit que véritablement, si on devait contrôler tous les maires du Sénégal... Vous me permettrez d'utiliser un mot en Wolof. Effectivement, oui. On ne peut pas se prévaloir des, je ne sais pas, en tout cas des erreurs, des pratiques illégales des autres pour justifier la sienne. C'est juste pas possible. Ça ne dédouane d'aucune manière M. Sall, que je connais par ailleurs pas du tout. Bon, pour Karim, c'est un peu plus différent, me semble-t-il. Il paraît qu'il y a eu des difficultés d'identifier les fonds ou l'origine des fonds. Je vais vous donner un exemple qui permettrait de justifier cependant la poursuite de M. Wade. Il y a quelques années, je voulais envoyer l'équivalent de 2 millions de francs CFA ici au Sénégal. Via les moyens de transport usuels. On avait saisi cet argent, c'était 5 000 francs suisses, et en retour on m'a dit d'amener un justificatif qui pouvait expliquer l'origine des fonds. N'eût été la présentation d'un bulletin de paye, je n'aurais jamais pu envoyer cet argent, mais pire, j'aurais été poursuivi en justice pour blanchiment. Nous avons des gens qui ont des milliards, et c'est attesté, qu'ils appartiennent au pouvoir actuel, aux anciens pouvoirs, ils ont des milliards. D'où ça vient? Je peux le dire, mais sans rien dévoiler, que c'est du vol. Aucun salarié dans ce pays, un pays l'un des plus pauvres au monde, ne peut avoir 1 milliard de francs. Nous avons les mêmes parents, la même précarité et le caractère modeste de nos familles. Nous ne pouvons pas accumuler 1 milliard sur une vie. Il y en a quelques-uns. Naturellement, je pense à Youssou N'Dour, qui a commencé à travailler à 13-15 ans et qui peut légitimement, vu la spécificité de son métier, de pouvoir effectivement présenter sans vol, sans prévarication de l'argent, une fortune. Mais très peu. Il y en a d'autres qui ont une fortune, on ne sait pas d'où ça vient, aucune activité connue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un pays de voleurs. Je le dis comme je le pense. Tout le monde n'est pas voleur. Mais je dirais que 80% de la population riche au Sénégal est une population voleuse. Alors que dit la justice? Nous avons des lois qui ne sont pas respectées. Parce qu'on n'est pas obligé de dire les millions que j'ai, d'où ça vient. Du caractère à faire, parce qu'il y a un caractère informel. Je ne parle pas des businessmen, ceux qui sont au marché, légitimement, ils ont leur argent. On le voit produire, construire pas à pas leur fortune. Mais un salarié, futur directeur de société, il ne peut pas, de toute sa vie, avoir 1 milliard. Donc vous allez me reconforter encore sur ma question. Pourquoi encore Karim Wade seulement? Parce que déjà, si on a ressuscité la CREI, c'était peut-être pour faire une chasse aux sorcières. Et Karim Wade seulement a été désigné, a été jugé et condamné. Après Karim Wade, c'est comme si on a mis encore la CREI à léthargie, en attendant peut-être le départ de ce pouvoir pour ressusciter encore la CREI. J'ai parlé de permanence de pratique au tout début de mon propos. Dans les années 80, il y a eu l'enrichissement illicite. Il y a eu une loi qui a été instituée. C'était l'une des toutes premières mesures prises par le président Diouf. Tout de suite laissé de côté, parce qu'il y avait beaucoup de lapins, je dirais même de rats, qui étaient sous le tapis. Ça a touché beaucoup d'intérêt. Aussi à la douane. Et on avait dit non, on laisse tomber et tabula rasa et on recommence à partir de maintenant. On utilise l'enrichissement illicite quand on veut éliminer un adversaire, je le sais. Mais ça ne dédouane pas celui qui l'a réalisé, qui l'a commis. Karim Wade était un employé en Europe.
J'étais un cadre en Europe. Ça ne donne pas des milliards. Ça ne donne pas des milliards. J'ai fait 25 ans, voire plus en Suisse, et j'ai été dans des positions relativement confortables. Autour de moi, je n'en ai pas connu des milliards en CFA. Et j'ai dans mes relations des directeurs de banque. J'en ai pas connu, et il n'était pas directeur de banque. Qu'il vienne m'expliquer d'où ça vient sa fortune. Mais écoutez, tout ça est lamentable. Tout ça est lamentable parce qu'il nous a volés. Il a été pris. Et on va me dire qu'il y en a 50 qui ne sont pas poursuivis ou pris. Bon, alors là, allez porter plainte en tant que citoyen et obliger la justice à aller dénicher les autres. Mais ne dédouanez pas celui-là. Convoqué, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Ousmane Sonko refuse de répondre à cette justice? Parce que si on sait que récemment il avait déposé plusieurs plaintes contre des exactions sur sa personne, mais sans suite. Il y a une difficulté à répondre à cette question. La raison, c'est que M. Sonko, ce qu'il pose, le problème de M. Sonko est un autre problème. C'est un problème privé qui ne touche pas une institution. Je ne suis pas concerné en tant que citoyen intéressé par la chose publique. Je commence à l'être quand je pense que ou lui, ou son accusatrice ne bénéficie pas des moyens de l'État pour faire émerger la justice et protéger leurs droits. Mais pour cela, il faut aller au procès. Il faut aller au procès. Il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Quand il est question de passer à droite ou à gauche, chercher un itinéraire, l'État a toujours cherché l'itinéraire de quiconque. C'est le rôle principal même de l'État que de dire, vous ne pouvez pas passer là, vous passez par ici. Sortez tout de suite, vous allez voir une route barrée et vous allez contourner. Ce n'est pas que, même en termes de manifestation, un gouverneur l'a très bien explicité, je crois que c'est celui de Kolda, il y a quelques mois. On ne peut pas laisser le même itinéraire parce que ça aurait des désagréments à l'endroit des commerçants qui habiteraient cette rue ou qui travailleraient sur cette rue. Il faut donc diversifier cela. Mais le parcours, c'est le même. Il y a un problème d'ordre public. Maintenant, est-ce que lui, il peut poser des conditions? La réponse est définitivement non. Est-ce qu'il a peur pour sa vie au point de dire « j'y vais pas ». Je ne connais de toute l'histoire politique du Sénégal et judiciaire un seul prévenu mort en train, au moment, sur le chemin, d'aller répondre à la justice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et moi, les faits, je les adore. Pourquoi il a été là-bas? Il est revenu. Il a dit qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Je veux bien le croire. Mais vous savez, les accusations, pour être crédibles, doivent connaître un chemin, un processus d'attestation. Certainement, il y a un laboratoire qui a attesté qui a dit qu'il y avait une tentative d'assassinat, en tout cas qu'il y avait des produits toxiques. Le prélèvement, il s'est fait comment? Ce huissier, quel huissier? Il y a donc possibilité de contre-expertise, laboratoire contre-expertise, la sécurisation même du produit qui a été prélevé. Vous voyez, durant tout ce processus, à aucun moment, il y a eu une partie tierce, c'est-à-dire l'État, les institutions de la République qui sont intervenues. Même pas le représentant, aucun huissier, aucun notaire, aucun scientifique, aucun autre laboratoire. Ils ont pris quand, comment on ne le sait pas. Transformé quand, transporté quand, comment on ne le sait pas. Comment c'est, entre quelles mains ça a été, on n'en sait rien. Et après, on décrète que c'était effectivement ça. Je veux bien. Moi, je suis un scientifique. Ce discours-là, c'est un discours fallacieux. C'est un discours fait pour manipuler. C'est un discours de propagande. La même conclusion. Je l'aurais accepté si le processus de prise, de prélèvement donc, de sauvegarde, de transport et d'analyse pouvait être attesté et qu'il y ait possibilité de contre-expertise. Les résultats me permettraient de dire oui. Et dans ce cas, ce serait très grave.
Ce serait très très grave. Dans ce cas, ce n'est pas seulement Ousmane Sonko qui devrait se lever, c'est nous tous en tant que citoyens. Parce que nous serions dans ce cas tous menacés. Au premier chef desquels les hommes politiques, les chefs religieux et les leaders d'opinion. Il me semble qu'il n'y a pas eu levée de ce côté-là. Parce que simplement, l'argument est très faible, je dirais fallacieux. L'histoire, surtout l'histoire politique du Sénégal. Est-ce que une fois vous avez vu un acteur politique aussi acculé comme Ousmane Sonko, l'acharnement sur sa personne, sur ses ambitions politiques, même avant-hier pour se déplacer de ce Ziguinchor à Dakar, il a fait un raccourci en prenant même un taxi clando. Pourquoi cet acharnement contre l'homme? Reprenons. De toute l'histoire du Sénégal, je n'ai jamais vu un homme politique attaquer aussi violemment nos institutions. De toute l'histoire du Sénégal, il y a eu des crises, beaucoup. En 2011, M. Macky Sall avait tellement attaqué les institutions à Abdoulaye Wade dans le passé. J'en viens. Je prendrai cet épisode. De toute l'histoire, je n'ai jamais vu un homme attaquer aussi violemment nos institutions. Toutes les institutions. Ça me fait penser, je n'aime pas les références extérieures, mais on en a. On en a. Au Sénégal, quand il y a manifestation, quand il y a cortège, la loi qui nous unifie et qui fonde notre citoyenneté dit on doit l'annoncer et il faut une autorisation parce qu'il faut préserver les biens et les personnes. On ne se lève pas et on organise un cortège. M. Sonko semble l'oublier. C'est un juriste. Il sait ce qu'il fait. Il viole délibérément la loi. Et on vient nous dire qu'il est malmené. C'est lui la victime ou ce sont les autres perturbés par le cortège. Il faut revoir la charge. Un citoyen qui, quel qu'il soit au Sénégal, selon la loi, doit préalablement annoncer, je dis bien annoncer, et peut-être même demander l'autorisation pour un cortège, une caravane, une manifestation, selon le cas. Parce que l'ordre public doit s'imposer. Le préfet, le gouverneur doit donner l'autorisation avec les moyens d'encadrement pour préserver les biens et les personnes. L'ordre public. Si on ne les tient pas informés, mais par médias interposés, on dit on va faire une caravane de la liberté. Aucun homme, aucune femme ne peut décréter la liberté d'un peuple. Personne n'est messianique. J'ai connu, j'ai vécu au Burkina avec Thomas Sankara. Il serait vivant, vous l'auriez jeté aujourd'hui des pierres. Heureusement qu'il est parti trop tôt. Et je garde de lui d'excellents souvenirs. Thomas Sankara, tout comme Cheikh Anta Diop, tout comme Blondin Diop, ces figures historiques qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et même du Sénégal, c'est un sentiment de regret que nous avons quand nous les citons. La seule fois que j'ai manifesté, c'était en 1973, c'était l'anniversaire de la mort de Blondin Diop au lycée Malick Sy de Thiès. J'étais alors élève. Il y a des erreurs et nous avons tendance à embellir l'histoire. Moi, je n'ai jamais voté Senghor, j'étais contre Senghor. Blondin a voulu venir au Sénégal faire la révolution. Est-ce que vous savez cela? Est-ce qu'on vous a dit qu'il était venu et qu'il voulait faire la révolution? C'était l'objectif avisé. Et il est passé par le Mali, entre autres. Vous savez cela. On vous dit juste qu'il est mort dans les geôles. Il est mort, torturé, abominablement torturé, injustement, inhumainement torturé. Sur ce constat, nous sommes d'accord. Je ne crois pas qu'une personne doive se lever et dire « Voilà, je règle le problème d'un peuple. » Nous avons eu des prophètes, ça suffit. National, parce qu'on dit souvent que le peuple est souverain. Mais des images comme Nelson Mandela, comme Thomas Sankara,
comme aujourd'hui Ousmane Sonko, semble être une commande nationale parce que c'est le peuple qui l'adule. C'est le peuple qui veut une voix pour le représenter, un peuple qui veut une voix pour tenir tête à cette autorité Hitler qui est là. avait son peuple, monsieur. Hitler avait son peuple. Hitler avait son peuple. Mandela a travaillé, l'ANC a beaucoup travaillé la société sud-africaine. Et quand il y a eu la crise, c'était l'émanation d'une partie très importante. Et il a été condamné sur la base de positions politiques. Je reprends, de positions politiques. Il me semble que jusqu'à présent, Ousmane Sonko n'est pas condamné sur la base de positions politiques. Derrière lui? Ça ne dit pas tout. Ce n'est pas parce que j'ai un peuple que je viole la loi. Ce n'est pas parce que je suis populaire que je viole la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a des millions de personnes qui placent leur espoir en toi que vous violez la loi et que vous attaquez les institutions. Vous comprenons-nous bien. En 2019, si je devais voter, et si c'était la première fois de ma vie que j'aurais voté, eh bien j'aurais voté pour Ousmane Sonko. Depuis lors, j'ai compris qu'il contestait mes institutions. Ça me pose un problème. Je ne peux plus regarder le programme à cause des institutions qui veulent être abîmées. Si ça ne va pas, changeons-les. Si les lois, ça ne va pas, allons à l'Assemblée, discutons-en, parlons-en, incitons les gens à voter pour des gens qui changent la Constitution et voire même les lois. Tout cela s'entend, tout cela se discute. Qu'il soit traîné en justice parce qu'il y a une position politique, je serai le premier à le défendre. Mais pour des raisons personnelles, privées, passez votre chemin, monsieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de hiatus. Ce hiatus-là semble exister réellement entre la population, les institutions, les lois et tout ce qui ordonne notre société. Oui, c'est le lot de toutes les sociétés violentes d'inégalité. Moi, je regarde autour de moi. Le rapport de richesse au Sénégal, de revenus, peut être de 1 à plus de 20 entre nous et ceux qui détiennent pour le capital économique et souvent toutefois de manière injustifiée. Or, toutes les sociétés humaines contemporaines où il y a une différence, un écart de cette envergure connaissent des violences. Nous allons demain vers davantage de violence. Et la première des violences, c'est la contestation des institutions et de ce qui les représente. Je parle d'histoire. Et je parle d'histoire ici comme dans les autres continents. C'est, si vous voulez, un invariant politique comme on parlerait d'un invariant anthropologique. Que faire? Revoir la justice de ce pays, le caractère illégal, ou non, égalitaire, pardon, dans cette société. La société est inégalitaire. Nous n'avons aucune difficulté à accepter l'inégalité. Par exemple, de traitement salarial entre un médecin et un maçon, par exemple. Cela se justifie par un certain nombre de critères, acceptés légitimement par la société. Mais quand il y a une inégalité qui ne se justifie pas, alors là, il y a la violence qui naît. Pourrait être appelé autrement désobéissance. Le leader de Pastef, c'est Ousmane Sonko, par exemple, il a prôné la désobéissance. Mais est-ce que cette désobéissance est une autre forme de rappeler à nos textes, à nos lois, leurs limites? Très bien. Je crois qu'il y a eu deux personnages centraux qui ont parlé de désobéissance, Luther King et Gandhi. Tous deux ont invoqué cette notion, cette belle notion, quand il s'est agi de défendre un bien public. Qu'est-ce que défend M. Sonko quand il parle de désobéissance civile? D'être traîné en justice parce qu'il est allé dans un lupanar? Est-ce qu'il parce qu'il a brandi un rapport pour dire qu'il le détenait, à ma connaissance, devant nos institutions. Ce rapport n'a pas été brandi. Je voudrais apporter une précision. À m'entendre, on pourrait penser que je suis contre Sonko. En réalité, je suis contre tout ce qui touche nos institutions. Qu'il s'agisse de Sonko,
Je ne le connaissais pas il y a quelques mois. Tout autant, je ne connaissais pas Macky Sall. Je ne le connais toujours pas d'ailleurs. Je veux dire par là, ce qui m'intéresse, c'est l'État et sa permanence. J'ai quitté ce pays, j'avais 17 ans. Je n'ai pas vu grandir plus tard mes enfants. Je n'ai pas vu mourir ma mère. Parce qu'il y a une injustice permanente dans ce pays. Et chaque fois que j'ai décidé de rentrer, eh bien, j'ai vu l'avenir obstrué qui m'obligeait à partir. Ceux qui sont restés, ce sont ceux-là les braves. Alors je ne supporte pas qu'un membre d'une élite, je ne supporte pas qu'un membre d'une élite politique ou économique abîme nos institutions. Il peut gagner le pouvoir et je crois qu'il a fait quelque chose de magnifique, mais en laissant nos institutions telles quelles. Mais les institutions, les véritables gagnants de cette institution, je pense que si on doit faire une analyse très pragmatique, c'est la population. Mais est-ce qu'on doit laisser la population, ou bien la population doit attendre que nos institutions soient piétinées, que le pays soit mis sans dessus pour pouvoir maintenant répondre à ce qu'on pourrait appeler demain un dialogue? Parce qu'il y a cette opposition entre ces dialogues-là qui est en vue et ce refus-là, cette désobéissance-là. Donc c'est comme si deux forces qui se font face, mais deux droites parallèles. Premier moment de ma réponse, la population. Nous avons une population, nous avons très peu de citoyens. La citoyenneté se forge aussi dans les institutions éducatives. On en parle très peu. On en parle très peu. C'est ce qui fait que plus tard, quand les institutions sont incarnées par des hommes, ces institutions peuvent faillir ou sembler faillir. Parce que c'est l'incarnation des hommes. Il faut revoir donc ce côté éducatif. Mais on n'a pas encore commencé. Il y a eu des états généraux, il y a eu tout ce qu'on veut. On n'a pas encore commencé. On va revenir sur l'éducation amplement. D'accord. Voilà, maintenant, la grande préoccupation, c'est l'état actuel de ce pays-là. Parce que tout le monde a un simple regard, on sent que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Et d'un côté, on accuse l'État, sa façon de gérer. De l'autre côté, on peut accuser aussi l'opposition, sa façon de réagir. Le président appelle à un dialogue. Vous, si vous étiez acteur politique, allez-vous accepter de répondre à cette main tendue du président de la République? Non. Et pourquoi? Les raisons avancées ne me semblent pas pertinentes. On n'appelle pas à un dialogue politique pour parler d'amnistie. On n'appelle pas à un dialogue politique pour parler d'apaisement. On n'appelle pas à un dialogue politique pour parler de combine, comment organiser les élections. Ça, c'est des éléments institutionnels qui devraient être immobiles, immuables, une fois posés. C'est pour sortir d'une relative impasse politique. Est-ce qu'il va venir avec son troisième mandat qui semble espéré par les uns, contesté, voire redouté par d'autres? Est-ce qu'il veut voir sous son yeux l'éclatement de l'opposition de Yewwi et qui commence d'ailleurs à se dérouler sous nos yeux, à se produire sous nos yeux? Tout ça ne me semble pas sérieux. Un président de la République a des obligations vis-à-vis de ses citoyens. C'est la paix sociale. On ne peut pas parler de paix sociale s'il y a un déficit de confiance. Il peut avoir raison, mais on ne peut pas avoir raison contre son peuple. Je ne l'ai pas entendu sortir, justifier, expliquer, j'allais dire expliquer, par la pédagogie des décisions prises. Je suis venu il y a j'ai entendu parler de milliards. On l'accuse d'avoir des milliards. Mais il doit sortir d'où ça vient. On me l'a offert, ne suffit pas. Allez voler, donnez-moi un chien, je serai traîné en justice. Qu'il renonce à ces milliards d'abord. Et qu'il dise sur un autre côté pourquoi on pense que Ousmane Sonko, Khalifa, Karim et les autres sont injustement traînés en justice. C'est parce que, vous savez, je ne crois pas que ça soit vrai, réellement. Mais le fait qu'un peuple ou une grande partie de la population le pense, rend réel
cette situation. Il faut donc répondre à ces peurs, à ces craintes, à ces interrogations-là. Et Monsieur le Président de la République n'a pas commencé à répondre à tout cela. C'est un jeu politique, j'ai parlé de conquête du pouvoir. Ils ne sont intéressés par la conquête du pouvoir. On ne me parle pas de politique publique, on ne me parle pas d'institutions. Il n'y a que ces deux choses qui m'intéressent. Parce que ce sont ces deux choses qui peuvent avoir positivement une incidence sur la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est ça, en résumé, la politique, c'est la conquête du pouvoir, mais c'est aussi un jeu de calcul et un jeu d'intérêt. Mais ce dialogue qui est en vue, il semble plus y avoir de jeux de calcul, parce que déjà, il y a 3 camps qui sont favorables à ce qui est le camp de Karim Wade, qui attend, je ne parle pas d'amnistie, mais de revoir encore le jugement. Le cas de Khalifa Sall, qui attend, une amnistie. Et aussi le camp du président Macky Sall, qui, c'est pas encore sûr, qui veut un 3e mandat, ou bien repousser les élections de 2 ans. Alors que de l'autre côté, on peut appeler ça l'aile dure, qui refuse catégoriquement d'assister à ce dialogue-là. Donc le jeu de calcul semble se dessiner ici. C'est normal. C'est des politiciens, ça existe, ce jeu de calcul. Je ne récuse pas cela. Si c'est seulement cela, c'est ça qui pose problème. Or, ce que vous me dites, il n'y a pas de conflit autour d'une orientation politique, d'une décision politique ayant, en termes de politique publique, ayant une incidence sur la vie de nos concitoyens. Il est question de comment et si je pourrais être élu ou pas. Si je ne le suis pas, quel poste, quelle occupation, comment faire. Il est question d'être candidat. À moins d'1 an, si on règle la question de qui peut être candidat ou pas, c'est que notre République est malade. À quelques mois, je dirais bien sûr, de ces élections présidentielles, aujourd'hui, si Karim Wade est écarté, Khalifa Sall écarté, Macky Sall écarté, Ousmane Sonko écarté, qui serait le potentiel candidat à la présidence de la République? C'est le caractère passif de votre propos qui me dérange. S'ils sont écartés. Par qui, monsieur? Vous voyez le côté accusateur et accusatif. Écartés. Et s'ils sont écartés, ils ne sont pas écartés. Je préférerais s'ils s'écartent. Khalifa est écarté. Il n'est pas écarté. Il s'est écarté par une pratique. Il a volé de l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la justice de mon pays qui le dit. Donc c'est réglé. Mais attendez. De mon pays ou la justice de Macky Sall? Non, non, la justice de mon pays. Macky Sall a été élu par vous, par moi, même si je n'ai pas voté Macky Sall. Je n'ai jamais voté de ma vie. Parce que je ne crois pas avoir en face de moi quelqu'un qui est intéressé par le sort de mes concitoyens. Je ne le vois pas là. Ça, c'est réglé pour moi. Je dis ceci, il a été élu par un processus institutionnel. Institutionnel. Pour moi, c'est une institution. Instrumentalisé. Parce qu'on parle actuellement... Ma conviction est que Senghor a volé des élections, Abdoulaye Wade peut-être pas, Abdou Diouf sûrement. Abdoulaye Wade peut-être pas parce que j'étais pas là. Marquis, j'étais pas là, je ne peux pas dire. Mais les deux premiers, je sais. Je sais qu'ils ont volé. Et pourtant, je dis toujours président Abdou Diouf, président. C'est des présidents. Ils ont pris des décisions en notre nom. On ne peut pas les faire un procès d'illégitimité. C'est ça mon propos. Voilà. Pourquoi j'insiste sur la question, c'est qu'il y a, au Sénégal, on nous parle théoriquement de séparation de pouvoir. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a un tout petit peu agité la population actuellement, c'est qu'ils sentent que cette justice semble être injuste. La justice, elle n'est pas injuste, elle est imparfaite. Les mots ont un sens. C'est l'essence même de l'organigramme ou l'organisation de notre justice qui pose problème. Nous avons hérité cela de la colonisation de la France. Le président Macky Sall et le président Emmanuel Macron sont les présidents les plus puissants au monde. Plus puissants que le président des États-Unis. Beaucoup plus puissants que le président des États-Unis. À nos institutions. À l'ossature de notre institution. Mais changeons-les. Nous avons les députés.
Posez ce problème dans l'espace public. Posez ce problème dans l'espace public. Que les intellectuels s'en emparent, qu'on écrive, qu'on fasse des forums, qu'on explique pourquoi Macky est capable et il en a les moyens juridiques de d'élire et de nommer qui il veut au poste qu'il veut, de manière discrétionnaire. C'est-à-dire, il se lève le matin du bon pied et il dit, Monsieur Ndiaye, allez, PCA telle entreprise, Madame Diop, allez, directrice de société dans telle entreprise, sans possibilité d'aucun organe de contrôler ou de contester cette décision. C'est ça ce que nous avons comme pouvoir placé entre les mains d'un seul homme. Et c'est le 4e de notre histoire indépendante. Voilà le problème. Vous dites Macky. Macky, ce n'est pas Macky. Ce sont nos institutions qui donnent à un pouvoir, à un homme, un pouvoir exorbitant. Je ne voudrais pas blasphémer, mais il est exorbitant ce pouvoir. Je viens de dire, il est plus puissant que... allez, les 5 derniers présidents réunis des États-Unis. Vous voulez quoi? C'est surtout le problème, parce qu'il a trop de pouvoir entre Mais ses il y a mains. très peu de temps, Maintenant, vous avez élu des députés, vous n'en avez pas parlé, monsieur. Mais et ces députés-là, est-ce qu'ils jouent véritablement le rôle? Parce que des Si députés on qui dit restent oui, pendant... vous allez là-bas, sinon il y a problème, oui. Mais vous n'avez pas vu les critères, vous avez voté des listes, vous n'avez pas voté des engagements interpersonnels. Vous allez là-bas, pourquoi? Votre liste parle de quoi par rapport à ça? Rien. Ce débat n'a pas été posé durant les élections, durant la campagne électorale. À aucun moment, il était question encore de jeu. C'est-à-dire, coalition, 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 on va gagner Premier ministre, etc. C'est des balivernes. On ne fait pas de la politique pour gagner un pouvoir, on fait de la politique pour réaliser des choses. Et il faut une inversion de perspective et de regard. Jusqu'à présent, le Sénégal ne connaît pas cela. Commençons par là. Et après, vous verrez, il n'y aurait plus d'injustice plausible, envisagée, probable, etc., etc., etc. Commencez par là. Ça serait réduit. C'est la raison pour laquelle la population a besoin d'une commande. Et cette commande-là, c'est une voix comme celle de Sonko, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes là ce matin, il n'y a que 2 noms qui subsistent dans nos débats. Ousmane Sonko, président Macky Sall. C'est comme si le schéma que nous offre la scène politique du Sénégal, c'est ça. L'un, c'est pour contester le pouvoir en place. L'autre, c'est pour une continuité de cette politique malsaine que nous avons connue depuis les années 80. J'essaie de sortir précisément de cette tenaille. Mais vous m'y ramenez tout le temps en parlant de Macky, de Senghor, du régime. Alors que moi, je m'inscris dans les institutions. L'actualité politique qui commande cela. Analysons l'actualité politique. J'ai parlé de caravane et j'ai dit ce que j'en pensais, ce que mes lois, les lois de ma République en disaient et je m'en tiens là. Ça suffit. Nous avons de belles lois. Celles qui sont imparfaites, il faut les améliorer, voire les changer. Mais ça ne se fait pas dans la rue. Ça se fait à l'Assemblée. Et vous avez, nous avons au Sénégal beaucoup de députés de l'opposition. S'ils sont unis comme ils l'ont été en campagne, ils prendraient des décisions idoines. On n'a pas besoin d'attendre une alternance présidentielle pour y arriver. Pourquoi ils ne commencent pas? Posez-vous la question. Mettez Wallou et Yéwi, ils sont majoritaires. Et ils pourraient imposer un agenda législatif qui renverserait, mais complètement, radicalement, ce qu'ils semblent attaquer et poursuivre. Pourquoi ne le font-ils pas? Vous ne vous êtes pas posé la question? La question des institutions ne n'intéresse nos hommes politiques que quand ils sont défavorablement confrontés à elles. Vous avez parlé de Macky en 2011-2012, qui a contesté Abdoulaye Wade à travers son statut institutionnel. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça n'en fait pas une légalité. Ça n'en fait pas quelque chose d'acceptable. Maintenant, s'ils veulent une rupture, qu'ils fassent la rupture, mais différemment. Et ce sera sans moi. La révolution en a. Le temps, c'est l'âge de 20 ans. C'est beaucoup plus important quand on est en face d'un sociologue doublé d'un anthropologue. On voulait beaucoup plus insister sur des faits qui concernent directement la société, comme l'éducation qui est en lambeaux, hein, je pourrais dire. L'école sénégalaise qui est malade. Quel regard vous avez sur ça? L'école sénégalaise est malade depuis très très longtemps. Aujourd'hui. L'école sénégalaise est malade depuis très très longtemps. Je crois que dès ses origines, elle s'est dévoyée. Une société éduque ses enfants
sur la base de ce qu'elle veut devenir et non de ce qu'elle est. Or, nous avons cessé de dégager des perspectives par rapport auxquelles nous enseignons et éduquons nos enfants aujourd'hui. Un exemple. Nous allons devenir un pays pétrolier et gazier. Nous n'avons pas d'école pétrolier et gazier au Sénégal. Le seul institut qui existe forme au niveau master et 22 par promotion. Faites le calcul, quand est-ce que nous serons propriétaires intellectuellement de nos emplois? Et je ne parle même pas de l'école primaire. On nous enseigne quoi? Une histoire ancienne. La façon même d'enseigner est révolue. Il y aurait beaucoup à dire. Invitez-moi et on en parlera. Des élèves de terminale du lycée Malissi étaient venus ici. Ils ont décrié le programme scolaire qu'on nous enseigne ici. Mais vous interrogez, vous qui produisez des textes, est-ce que vous n'avez pas une idée de vous regrouper en tant qu'intellectuel pour voir comment changer parce que l'école sénégalaise est le terreau fertile qui forme demain les leaders. J'ai été enseignant du secondaire il y a un peu plus d'un quart de siècle. Je ne sais plus comment ça se passe ici vraiment, mais ce dont je peux parler. Depuis 3 ans, j'ai un institut de formation où j'ai voulu enseigner l'intelligence artificielle et le pétrole, entre autres. Au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, il n'y a pas dans la nomenclature l'un ou l'autre de ces domaines d'études. Il n'y en a pas. Nous avons toujours sténographie, dactylographie. Et c'est ça, c'est que déjà, au niveau institutionnel, on a un problème. Et quand j'ai proposé d'être associé pour voir comment améliorer les référentiels là, on m'a dit qu'ils y travaillaient, ça fait 3 ans que ça dure. Voilà la chose. Et c'est à tous les échelons de notre système éducatif et de formation. Ils ne sont pas intéressés. Mais là aussi, c'est l'Assemblée qui devrait décider de cela. C'est ma conviction. Les élèves, parfois les élèves ils préfèrent autre activité que l'école. L'école n'est plus à l'élève, ni l'élève à l'école. Quand on a son oncle, son grand frère, quelqu'un du quartier qui a fini d'étudier et qui n'a aucune perspective d'emploi, ça n'encourage pas les autres à s'insérer dans ce travail-là, les enfants. Et c'est ça, malheureusement, le problème. Donc, on étudie pourquoi? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on propose comme perspective? C'est cette chaîne-là qu'il faudrait envisager, regarder et travailler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. C'est une piste ouverte qui ne sera pas fermée aujourd'hui. On pourra en reparler prochainement. Mais actuellement, au Sénégal, on parle de campagne de recensement de la population. On parle de campagne de recensement de la population. Et depuis, je pense, une quinzaine de jours, les gens s'activent, les gens sont sur le terrain. Est-ce que vous avez, comme sociologue, anthropologue, un regard, une critique sur cette forme de recensement de la population? En réalité, je ne les ai pas approchés sur le terrain. J'ai été, visité et j'ai répondu au questionnaire. Il y a eu quelques questions qui m'ont paru saugrenues d'une certaine manière. C'était si j'appartenais à la tariqa mouride ou tidjane. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette donnée plus tard? Je ne sais pas. Du point de vue sociologique, du point de vue anthropologique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quelle ethnie appartenons-nous? En tant que sociologue, je ne suis pas sûr qu'en France, aux États-Unis, on parle d'ethnie. L'ethnie est un concept qui nous a été posé par, n'est-ce pas, j'allais dire l'envahisseur, mais en tout cas le colonisateur. C'est une culture qui nous a été appliquée. Et cette catégorisation sociale que nous avons reprise pour nous-mêmes montre à quel point nous sommes encore aujourd'hui dépendants du regard que l'autre porte sur nous. On n'a pas d'ethnie. Allez en France, parlez d'ethnie. Qui ont les ethnies là-bas? Vous les connaissez, vous? Moi non plus, monsieur. Voilà la chose. Voilà. Donc, on en parle Géographique mais ethnographique de la population. Aujourd'hui, même les hommes politiques, chacun cherche à s'identifier par rapport à une région, à une localité, en fonction maintenant de ses appartenances ethniques. Aujourd'hui, si on parle d'Ousmane Sonko, on parle de la Casamance, si on parle de Macky Sall, on parle du Fouta. Pas Fatick son fief, mais on parle de Fouta par rapport à l'ethnie. Est-ce que ça ne pourrait pas être une poudrière pour ce Sénégal qui est un peu agité? Là, c'est l'anthropologue qui parle. Je dis bien
l'ethnie n'existe pas. C'est comme la race. C'est une construction qui n'a pas de validité scientifique. L'une des difficultés majeures, et pourtant c'était la grande réussite du président Senghor, c'est qu'il est parvenu à faire une nation. 40 ans, 50 ans après, ceci est en train de voler en éclats. J'ai beaucoup regretté le fait que Sonko, pour se confiner, ne soit pas parti dans une autre région, renforçant en cela l'appartenance à cette région et à cette, allez, entre guillemets, ethnie-là telle qu'elle peut être perçue. J'ai beaucoup regretté le nombre de poulards constatés dans des postes à responsabilité, beaucoup plus que dans la mandature précédente. Je ne crois pas que tout d'un coup, il y a une caractéristique de population qui est devenue intellectuelle, compétente, avec beaucoup d'expertise pour occuper à ce point-là ces postes. Je regrette tout cela. Je le constate. Je refuse à penser que c'est de l'ethnicisme. Je continue à penser qu'il y a derrière une compétence républicaine, des diplômes, une expertise. Même si le Sénégalais que je suis me dit c'est dangereux tout cela. Je ne veux pas parler de cela. Dans les pays où on en a parlé, ça a mal fini. J'étais en Côte d'Ivoire, sur Houphouët-Boigny, quand on parlait déjà d'équilibre ethnique dans la conception et la configuration gouvernementale. Ça commence toujours comme ça. Quand on a contesté qui était à la tête de la Sénélec, à la tête du port, à la tête de... C'était identifié de quelle appartenance groupale était ce monsieur. Ça commence toujours comme ça. Et je constate que cela s'installe subrepticement, insidieusement dans mon pays et dans le paysage médiatique, dans le discours médiatique. On va revenir sur cette question aussi. Vous êtes à Thiès. Comment vous trouvez la ville, Thiès? J'avais lu il y a un peu moins d'une dizaine d'années que Thiès était l'une des 10 villes les plus environnementales au monde. Le saviez-vous? Et je donne des cours à l'université de Thiès sur le tourisme. Et là, je me dis, Thiès a, rien qu'en faisant cette promotion, une possibilité inouïe de se développer, l'économie touristique. Vous avez les chemins de fer, l'histoire des chemins de fer de Thiès. Là aussi, il y a un champ immense de politique publique, susceptible d'être développé en relation avec les experts qui sont à l'université, avec les opérateurs économiques qui sont ici. Cette synergie-là, d'ailleurs, il y a une institution qui vient d'être mise en place par les universitaires du Sénégal sur le tourisme. Je donne cet exemple pour dire qu'on gagnerait beaucoup à créer comme ça des synergies. Thiès est une belle ville. Je suis né, j'ai grandi ici, même si je l'ai abandonné depuis un bon moment, j'ai encore des souvenirs. Qu'est-ce que fait Thiès? Thiès s'agrandit, mais Thiès n'a toujours pas d'institution productive. Vous n'avez pas d'usine. Vous ne produisez toujours pas. Et si vous avez combien d'usines? Vous en aviez, moi, quand je disais, enfin, il y avait la manufacture, il y avait l'autre qui était à l'entrée de la ville, qui était dans le textile. Oui. Bon, et puis tout près, il y avait l'AMLAM aussi, qui absorbait la main-d'œuvre. Une collectivité humaine sans unité de production est une collectivité humaine dépendante. J'étais étudiant en sciences éco quand John Stuart Mill, je me souviens parfaitement, a dit une fois quelle balourdise, je cite de mémoire, que d'aller en Inde acheter de la soie en y envoyant nos devises. Quelques années plus tard, ils ont commencé à produire le textile chez eux. Et ils se sont enrichis. La révolution industrielle était passée par là. Nous n'avons pas commencé. Il y aurait beaucoup à dire sur le plan économique, monsieur. Politique de Senghor à Dr Babacar Diop, qu'est-ce que vous avez retenu comme histoire en passant par Ousmane Ngom? Une ville rebelle de l'État central. Et ça en fait
une revendication presque très fière. Je crois que ça vient avant Senghor, il y avait aussi le Cayor qui fait que nous avons cette longue tradition de contestation. Voilà. Un peu moins le lycée Malick Sy. Je n'entends pas beaucoup parler du lycée Malick Sy maintenant. J'ai l'impression qu'ils se sont assagis. Non, nos enfants et nos petits-enfants se sont assagis. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais quand on ne se révolte pas à 20 ans, moi j'ai toujours peur. Parce qu'on finit de se révolter à 50 ou 60 ans. C'est beaucoup plus grave. Mais pour revenir à cette ville, invitez-moi et on parlera de politique publique de la ville. Je ne parle que de politique publique, il n'y a que ça qui m'intéresse. On ne manquera pas. Déjà, le maire actuel de la ville de Thiès, il a fait bouger le lycée Malick Sy. Les années 99, je pense que le président Abdou Diouf s'en souviendra pour toujours, lors de sa dernière visite ici à Thiès. Donc le lycée Malick Sy aussi a été une base, excusez-moi, une base en 99. D'accord. En 89, la veille des élections présidentielles qui ont mené Maître Abdoulaye au pouvoir. Donc le lycée Malick Sy, même Abdou Diouf avait, au moment où il traitait les Thiessois de jeunesse malsaine, c'était devant la porte du lycée Malick Sy. C'était à cette occasion-là. Voilà. Donc sur le plan politique, aujourd'hui, Thiès se cherche. C'est-à-dire cherche un leader. Avez-vous dans vos mémoires quelqu'un qui actuellement peut être un leader charismatique et thiessois? Waouh, j'ai dépassé l'âge du charisme. Je ne crois pas au Messie. Je vous ai dit, moi je ne réfléchis société qu'en termes d'institutions, qu'en termes de politique. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un chantier, le Sénégal, c'est un chantier, la ville de Thiès. Cherchez-moi quelqu'un. Dites-moi ce qu'il veut faire et je vous réponds. J'ai entendu M. Diop parler dans les médias. Je ne l'ai pas entendu parler de politique publique. Mais je ne l'entends pas, je ne l'écoute pas souvent toutefois. S'il est élu, et je crois qu'il probablement il est en train de faire de belles choses, c'est parce que probablement il a une politique, il va mettre en œuvre, c'est trop tôt, hein, une année, voilà. Mais je ne crois qu'aux réalisations. Et je sais que le Sénégal a beaucoup de choses à réaliser. Mais je sais que pour cela, il y a aussi beaucoup à penser. Nous n'écrivons pas, nous ne faisons pas des recherches sur notre vie. Nous ne citons que des auteurs qui ont pensé d'autres sociétés pour elles-mêmes. Et essayer de trouver ces solutions là-bas, ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'exemple d'Américain qui règle son problème en pensant à ce qui a été étudié en France, en Chine, au Japon. Non. Il y a des invariants, je l'ai dit tout à l'heure, anthropologiques, bien sûr, mais pas la totalité. Nous avons nos spécificités. Le recensement dont il est question va remédier à des données qui manquent, au manquement, voire même à la nature, à la fiabilité ou crédibilité de certaines données. C'est très important. Ça le fait depuis très longtemps. Mais j'ai constaté des questions qui... C'était bizarre. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas fait du copier-coller? Parce que quand on pose une question, c'est que les réponses doivent servir à quelque chose. Si je suis mouru, ça sert à quoi? Je ne le vois toujours pas. Ni Tidjane, ni Yassine, ni... Voilà. Ne serait pas un péché de parler de Thiès sans parler de M. Idrissa Seck? Pourquoi? Je vous pose la question. Il a été la centralité de la vie politique à Thiès. Je ne suis pas sûr qu'il le soit encore. Il serait plus indiqué, peut-être même plus élégant de parler de M. Diop et de ce qu'il préconise et de ce qu'il compte faire pour cette ville. Il y a, et on s'en souviendra dans 20, dans 30, dans 50 ans, Thiès a été sensiblement, considérablement modifié par des politiques de M. Seck. Et en cela, il faut en faire crédit. Cela s'entend. À quel prix, je ne sais pas. Je n'étais pas là, mais je sais que Thiès s'est modifié, Thiès s'est agrandi, Thiès est devenu un carrefour, davantage qu'il ne l'a été anciennement. Et c'est très bien. La patte, la main, précisément, de M. Seck y est probablement pour beaucoup. C'est très bien. Mais aujourd'hui, je refuse de parler de M. Seck parce que ça voudrait dire que je m'installe dans ce passé. Et on ne regardait pas, je dirais, on ne surveillerait pas suffisamment M. Diop. Mais mieux, on ne lui suggérerait pas suffisamment d'idées accompagnées ou couplées aux siennes pour davantage
creuser et faire quelque chose de cette ville. Il en a les moyens parce que c'est un homme jeune, c'est un homme vigoureux, et à la lumière de ce que j'entends de ses discours, le jour où il commencera à parler, en tout cas que moi, je commencerai à l'écouter parler de politique publique, je crois qu'il pourrait me convaincre dans ce domaine s'il y met la même fougue. Mais je dis bien, je ne l'écoute pas souvent, je ne sais pas ce qu'il dit. Il faut rester honnête. Qui a dit d'Idriss Seck, c'est l'ombre du passé. Voulez-vous reléguer Idriss Seck au passé pour terminer sur ça? C'est un homme du passé et il devrait l'accepter. Et pourtant, il a des J'ai ambitions. joué au foot longtemps et je crois que je suis un ex-footballeur. Et qu'est-ce que vous faites de ses ambitions politiques? Aujourd'hui, il se croit être le chef de l'opposition, quelqu'un... Vous pensez que je n'aimerais pas aujourd'hui où il y a des milliards être joueur de foot? Ça ne suffirait pas, monsieur. Merci, monsieur Numa Ndiaye. Ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Votre dernier mot, s'il vous plaît. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Il était vif. Mais vous n'avez pas parlé d'éducation suffisamment et de santé. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs de la Centrale FM. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Numa Ndiaye, qui, dans la présentation, nous avions dit que c'est un diplômé de l'Université de Fribourg et de Berne. Il est aussi titulaire d'un master en sociologie, en anthropologie sociale, en journalisme et médias et d'un poste de grade en management de projets, en technique de montage de projets internationaux et recherche de fonds auprès de la Commission européenne. Donc nous vous donnons rendez-vous prochainement avec d'autres invités. Merci beaucoup.